Il y a 60 ans, un événement tragique, l'assassinat du président John F. Kennedy. Cela reste l'énigme la plus fascinante et irrésolue de l'Amérique. Les enquêtes officielles ont pointé du doigt un tireur isolé, mais des millions de personnes n'ont jamais pu y croire. Après la récente publication par le gouvernement américain d'une nouvelle série de documents relatifs à l'assassinat de John F. Kennedy, la situation a commencé à évoluer. De nouvelles preuves stupéfiantes et des documents déclassifiés ont révélé une vérité bien plus glaçante que ce que quiconque aurait pu imaginer. Les traces d'agents de renseignement incontrôlables, les intérêts de la criminalité organisée et des jeux géopolitiques complexes convergent. Tout indique que l'assassinat a été minutieusement planifié et organisé. Ce n'était pas l'acte fortuit d'un fou, mais une exécution calculée de sang-froid. Avant de poursuivre, nous vous prions de mettre un pouce bleu sous cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre soutien, cela compte énormément pour nous. Ce qui était autrefois rejeté comme une théorie du complot est désormais étayé par des preuves irréfutables. Enfin, cette affaire n'a pas seulement été rouverte, elle a été résolue. L'assassinat de John F. Kennedy a été définitivement élucidé et la vérité révélée est choquante. Examinons ce qui a conduit à cette résolution. Le jour qui a changé l'Amérique pour toujours, le 22 novembre 1963. Peu avant midi à Dallas, Texas, des coups de feu ont retenti alors que le cortège du président John F. Kennedy traversait Dealey Plaza. Les balles ont mortellement touché le président à la tête et au cou, provoquant un choc dans tout le pays et dans le monde entier. Ce jeune leader charismatique, symbole d'espoir et de progrès, a disparu en un instant. Le chaos s'est installé. La première dame Jacqueline Kennedy serrait son mari mourant dans ses bras, tandis que la voiture filait vers l'hôpital Parkland Memorial. Les médecins ont tenté en vain de le sauver. Moins d'une heure plus tard, les présentateurs de nouvelles ont confirmé ce que des millions de personnes redoutaient: le 35e président des États-Unis était mort. Dans les heures qui ont suivi, un homme nommé Lee Harvey Oswald a été arrêté pour le meurtre d'un policier de Dallas, puis accusé de l'assassinat de Kennedy. 2 jours après son arrestation, avant qu'il ne puisse être correctement interrogé ou jugé, Oswald a été abattu en direct à la télévision par Jack Ruby, propriétaire d'une boîte de nuit. Le suspect éliminé, le mobile restait inexploré. La commission Warren, établie par le président Johnson en 1964, a publié un rapport final de 889 pages, concluant qu'Oswald avait agi seul. Cela était censé clore l'affaire. Au lieu de cela, ce rapport a déclenché la plus grande vague de scepticisme de l'histoire politique américaine. Un ancien marin de 24 ans, agissant seul, pouvait-il, avec 3 coupes de feu, changer le cours d'une superpuissance? Des millions n'en étaient pas convaincus à l'époque, et ils ne le sont certainement pas aujourd'hui. Le doute public s'est intensifié. Les témoins oculaires donnaient des témoignages contradictoires. La célèbre vidéo amateur d'Abraham Zapruder contredisait les déclarations officielles. Les données balistiques soulevaient plus de questions que de réponses. Et comme de plus en plus de dossiers clés restaient classifiés ou expurgés, les théories du complot ont germé dans les failles de la version officielle. Aujourd'hui, 6 décennies plus tard, une nouvelle enquête initiée par le cinéaste Rob Reiner et la journaliste Soledad O'Brien dans le cadre d'un podcast détaillé en 10 épisodes est ravivé cette affaire. En s'appuyant sur des experts médicaux et des dossiers gouvernementaux récemment publiés, il recompose le tableau du crime. Non pas comme une énigme, mais comme un puzzle déjà résolu. Et ce qui émerge de cette enquête n'est pas seulement inattendu, c'est choquant. La vérité n'a pas simplement filtré à travers les fissures. Elle a été délibérément enfouie profondément et maintenant les derniers morceaux se mettent enfin en place. La version officielle et ses failles. Le rapport de la Commission Warren de 1964 était censé mettre fin aux spéculations. Lee Harvey Oswald avait agi seul dans l'assassinat du président John F. Kennedy. Selon le rapport, Oswald a tiré 3 coups depuis le 6e étage du Texas School Book Depository. Une balle a manqué sa cible, une autre a blessé à la fois Kennedy et le gouverneur du Texas, John Connally, et le dernier tir a été fatal. La version officielle était claire, simple et profondément erronée. Des incohérences ont immédiatement émergé. La fameuse théorie de la balle magique a été le premier signal d'alarme. Les membres de la commission ont affirmé qu'une seule balle avait traversé le haut du dos de Kennedy, était sortie par sa gorge, puis avait frappé Connally, lui fracturant une côte, le poignet, et s'était finalement logée dans sa cuisse. La balle a ensuite été retrouvée presque intacte sur un brancard d'hôpital.
Les physiciens, les experts militaires et le grand public avaient du mal à croire qu'une seule cartouche pouvait causer 7 blessures à 2 personnes, tout en restant pratiquement intacte. Les critiques soutenaient que la trajectoire n'avait aucun sens sans supposer des acrobaties aériennes défiant les lois de la physique. Ensuite, des divergences dans les résultats de l'autopsie sont apparues. Les rapports des médecins de l'hôpital Parkland, qui ont d'abord soigné Kennedy, décrivaient une blessure d'entrée dans la gorge, ce qui impliquait un tir de face et non de dos. Ces observations contredisaient l'autopsie officielle menée à l'hôpital naval de Bethesda, contrôlée par des responsables militaires et réalisée sans la rigueur médico-légale standard. Les photographies et les radiographies ont été cataloguées de manière incohérente. Des témoins clés ont rapporté avoir été pressurisés pour modifier leur témoignage ou avoir été tout simplement ignorés. Les témoignages oculaires ont encore érodé la confiance dans la version officielle. Plusieurs personnes ont rapporté avoir entendu des coups de feu provenant de la colline herbeuse et non du bâtiment du Book Depository. Certains ont affirmé avoir vu des volutes de fumée ou des mouvements dans les arbres. Ces déclarations ont été écartées ou minimisées dans les rapports officiels. Même la biographie d'Oswald ne correspondait pas au profil d'un assassin solitaire. Ancienne marine avec des compétences de tir médiocres, selon ses propres évaluations militaires, il avait déserté pour l'Union soviétique et était revenu aux États-Unis dans des circonstances mystérieuses. Malgré sa prétendue haine du capitalisme, Oswald n'avait pas de vendetta personnelle documentée contre Kennedy. Et 2 jours après son arrestation, il était mort abattu à bout portant par Jack Ruby, un homme connu pour ses liens avec la mafia. L'assassinat d'Oswald par Ruby a éliminé toute possibilité de procès et a effectivement réduit au silence le seul suspect. Ruby a affirmé que son acte était motivé par le chagrin, mais ses actions n'ont fait qu'amplifier les soupçons publics selon lesquels Oswald avait été réduit au silence peut-être avant qu'il ne puisse révéler des complices. À mesure que ces contradictions s'accumulaient à la fois en la commission Warren, s'est évaporée. Au milieu des années 1970, les sondages montraient que la majorité des Américains ne croyaient plus qu'Oswald avait agi seul. Des enquêtes ultérieures, y compris un comité spécial de la Chambre des représentants sur les assassinats en 1979, ont reconnu la possibilité d'un complot, mais n'ont pas pu identifier les coupables. Malgré cela, la théorie du tireur solitaire est restée la version officielle inchangée et largement protégée par des documents classifiés et l'inertie bureaucratique. Elle a persisté non pas parce qu'elle répondait à toutes les questions, mais parce qu'elle en soulevait moins de dangereuses, jusqu'à récemment. De nouvelles enquêtes des enregistrements audio découverts et des témoignages de première main montrent que ce n'était pas un acte isolé. La vérité choquante sur l'assassinat de John F. Kennedy émerge enfin et l'histoire réelle est bien plus complexe que ce qu'aucun rapport officiel n'a osé montrer. Oswald, un maniaque solitaire ou un bouc émissaire, Lee Harvey Oswald, a été qualifié de solitaire d'échec de sympathisant communiste et surtout de seul assassin du président John F. Kennedy. Mais était-il vraiment le cerveau de cet acte qui a changé l'histoire? Ou était-il un bouc émissaire soigneusement mis en place dans une opération bien plus vaste? Sa biographie soulève immédiatement des questions. Ancienne marine, il a déserté pour l'Union soviétique en 1959, renonçant à sa citoyenneté américaine et y vivant près de 3 ans. Il est revenu en 1962 dans des circonstances qui restent floues. La guerre froide battait de son plein et pourtant, à son retour, aucune accusation sérieuse n'a été portée contre Oswald. Au lieu de cela, il a été discrètement réintégré dans la société américaine. Cette indulgence envers un autoproclamé déserteur a longtemps intrigué les chercheurs et semble aujourd'hui moins une négligence qu'un signe d'opération secrète des services de renseignement. Dans les mois précédents l'assassinat, les mouvements d'Oswald devenaient de plus en plus suspects. Il a passé du temps à la Nouvelle-Orléans s'impliquant dans des groupes pro-castristes tout en ayant apparemment des contacts avec des agents anticastristes dont beaucoup étaient liés à la CIA. Sa capacité à naviguer entre ces camps idéologiques sans résistance suggère qu'il pourrait avoir agi sous des ordres secrets plus profonds. Après l'assassinat, Oswald a clamé son innocence, déclarant aux journalistes « Je ne suis qu'un pion ». Ces mots prononcés quelques heures seulement avant sa mort ont résonné pendant des décennies. Il n'a jamais eu l'occasion de se défendre devant un tribunal. Le 24 novembre 1963, Jack Ruby lui a tiré une balle dans l'abdomen devant un public télévisé abasourdi. Ruby a été immédiatement maîtrisé,
mais n'a fourni aucune explication claire, hormis un vague trouble émotionnel. Cet assassinat dans l'assassinat reste l'un des moments les plus suspects de l'histoire juridique américaine. Les liens entre Ruby et la criminalité organisée sont depuis devenus évidents, renforçant la théorie selon laquelle Oswald a été réduit au silence. Certains chercheurs pensent désormais que le rôle d'Oswald pourrait s'être limité à une infiltration ou une surveillance et qu'il a été piégé pour endosser la responsabilité après l'exécution de l'opération réelle. Plus l'enquête s'approfondit, plus la biographie d'Oswald ressemble à celle d'un agent manipulé plutôt que celle d'un assassin solitaire. Peut-être était-il impliqué, mais pas de la manière qu'on nous a raconté. Il n'était pas seul et selon les nouvelles données, il ne prenait pas les décisions. Quelqu'un d'autre le faisait. Preuves manquantes et enregistrements altérés. Si l'assassinat de Kennedy était vraiment l'œuvre d'un tireur isolé, pourquoi tant de preuves sont-elles toujours portées disparues, altérées ou classifiées? La réponse réside peut-être non pas dans ce qui figure dans les dossiers, mais dans ce qui n'y figure pas. Des incohérences critiques et des dissimulations délibérées ont hanté cette affaire pendant des décennies. Les documents récemment découverts ne font qu'amplifier les soupçons d'une dissimulation au plus haut niveau. L'autopsie officielle menée à l'hôpital naval de Bethesda a été entachée de nombreuses irrégularités. Contrairement à la procédure standard, les experts médico-légaux civils ont été exclus. L'examen a été effectué par des militaires et de nombreux experts médicaux ont par la suite critiqué le rapport pour son manque de détails et de rigueur scientifique. Les photographies et radiographies réalisées pendant l'autopsie ont été soit perdues, soit falsifiées, soit archivées sans documentation appropriée. Les témoins présents lors de la procédure ont plus tard contredit le rapport officiel, notamment en ce qui concerne le nombre et la direction des blessures par balle. Le plus frappant, les médecins de l'hôpital Parkland, où Kennedy a d'abord été soigné, ont décrit une large blessure à l'avant de la gorge du président correspondant à une blessure d'entrée par l'avant. Ce rapport contredit directement la conclusion de la commission Warren, selon laquelle tous les tirs venaient de l'arrière. Ces observations de première main ont été reléguées au second plan dans le rapport final. Ensuite, il y a le film de Zapruder, l'enregistrement visuel crucial de l'assassinat. Initialement acheté et retenu par le magazine Life, le film n'a pas été entièrement accessible au public pendant des années. Certains cas ont été publiés, mais d'autres sont restés hors de la circulation. Sur la pellicule, on voit Kennedy être violemment projeté en arrière au moment du tir à la tête, ce qui suggère un impact venant de l'avant, contredisant une fois de plus l'affirmation officielle d'une balle tirée de l'arrière. Des enregistrements supplémentaires ont été classifiés sous prétexte de sécurité nationale. La CIA, le FBI et d'autres agences n'ont pas fourni d'informations clés à la commission Warren. Les documents concernant le voyage d'Oswald à Mexico, où il aurait visité les ambassades cubaines et soviétiques, ont été expurgés ou dissimulés, obscurcissant les liens potentiels avec les réseaux de renseignement internationaux. La loi sur les archives de John F. Kennedy de 1992 visait à garantir la transparence. Pourtant, même récemment, en 2025, des milliers de documents restent non divulgués. Bien que certains dossiers aient été récemment publiés, beaucoup restent classifiés. Les agences continuent d'invoquer la sécurité nationale comme raison de la dissimulation 60 ans après le crime. Pourquoi cacher quelque chose si l'histoire est simple? Les chercheurs, journalistes et enquêteurs indépendants affirment désormais que ce schéma de disparition et d'altération n'est pas fortuit. Il est systématique. Cela suggère que la vérité était trop explosive pour être rendue publique. Les révélations les plus choquantes ne viennent pas de ce que le gouvernement a dit, mais de ce dont il a refusé de parler. Et ce silence en dit long. Alors si ce n'est pas un tireur isolé qui est responsable de l'assassinat de Kennedy, les acteurs de l'ombre CIA, mafia et liens militaires. La version officielle de l'assassinat de Kennedy s'effondre sous un examen approfondi non seulement à cause de preuves erronées, mais aussi en raison de la convergence de circonstances impliquant des figures puissantes ayant le mobile, les moyens et l'opportunité. Une alliance glaçante des agences dissidents de la CIA, des membres furieux de la criminalité organisée et des figures de haut rang du complexe militaro-industriel. Ensemble, ils ont formé un réseau clandestin capable de perpétrer et de dissimuler l'assassinat politique le plus important de l'histoire des États-Unis. Commençons par la CIA. La présidence de Kennedy a été marquée par une escalade des tensions entre la Maison-Blanche et l'Anglais. Après l'échec de l'invasion de la baie des Cochons en 1961, une opération de la CIA visant à renverser Fidel Castro Kennedy
s'est senti trahi par l'agence. En privé, il a déclaré à ses proches qu'il voulait briser la CIA en 1000 morceaux et la disperser au vent. Il a également exploré des possibilités de diplomatie informelle avec Cuba et proposé une désescalade au Vietnam des politiques contraires à la ligne dure de la CIA. Ces démarches menaçaient non seulement les opérations de l'agence, mais aussi sa pertinence dans la géopolitique de la guerre froide. Selon l'enquête récente du podcast de Rob Reiner, plusieurs agents de la CIA, dont E. Howard Hunt, plus tard impliqué dans le scandale du Watergate, se trouvaient à Dallas ou à proximité le jour de l'assassinat. D'autres noms, y compris celui de George H.W. Bush, liés à l'époque au cercle du renseignement, apparaissent dans des mémos expurgés de la CIA concernant l'événement. Ensuite, la mafia. À première vue, l'idée d'un lien entre la criminalité organisée et l'assassinat d'un président semble farfelue, mais les connexions sont plus profondes qu'on ne le pense. Pendant la campagne de 1960, des chefs mafieux comme Sam Giancana auraient aidé Kennedy à obtenir des voix clés dans l'Illinois et la Virginie occidentale. En échange, il s'attendait à une certaine clémence. Au lieu de cela, Robert F. Oppenheimer survenu. Kennedy, frère de John et procureur général, a lancé une lutte acharnée contre la criminalité organisée. Sous sa direction, plus de 600 figures mafieuses ont été inculpées, mettant les chefs en rage. L'un d'eux, Carlos Marcello, aurait déclaré « Pour se débarrasser de Robert Kennedy, il faut couper la tête ». Le sous-entendu était clair, éliminé, John Kennedy mettrait fin à la pression. Marcello, basé à la Nouvelle-Orléans, avait des liens avec Oswald et Jack Ruby, deux figures centrales de l'assassinat. Enfin, le complexe militaro-industriel. En octobre 1963, quelques semaines avant sa mort, Kennedy a émis le mémorandum sur les actions de sécurité nationale NDH de 1963, jetant les bases d'un retrait progressif du Vietnam. Cette politique allait à l'encontre des intérêts des entrepreneurs de la défense et des responsables du Pentagone qui profitaient de l'expansion du conflit. Son virage vers la paix menaçait des milliards de dollars de dépenses militaires et sapait la doctrine dominante de la guerre froide, celle d'un endiguement agressif. La théorie selon laquelle ces groupes ont collaboré n'est plus marginale. Le podcast de Reiner et les interviews associées présentent des preuves suggérant que l'assassinat était une opération non officielle, planifiée par des factions au sein de ces groupes, agissant sans approbation formelle, mais avec des intérêts communs clairs. Aucun document écrit, aucune responsabilité. Le choc réside dans la coordination. Ce n'étaient pas des acteurs isolés. C'étaient des initiés formés à la clandestinité habile dans la manipulation et échappant à tout contrôle. Leur collaboration révèle non pas un acte spontané, mais une élimination calculée d'un président en exercice. La vérité commence à se dessiner. Pendant des décennies, l'assassinat de Kennedy est resté enveloppé de doutes, de théories et de méfiance. Mais aujourd'hui, la publication de documents longtemps classifiés les progrès de la criminalistique numérique et les témoignages de première main ont transformé notre compréhension. Le mystère autrefois impénétrable est désormais largement résolu. La série de podcasts de Rob Reiner et Soledad O'Brien, Who Killed JFK, réunit des dossiers récemment déclassifiés, des interviews directes et des analyses médico-légales offrant l'enquête la plus complète à ce jour. Ce ne sont pas des spéculations, ce sont des preuves. Le tournant est survenu avec la loi sur les archives de John F. Kennedy de 1992 qui ordonnait la publication de tous les documents gouvernementaux liés à l'assassinat. Bien que de nombreux documents aient été retardés ou expurgés pendant des années, un grand nombre a été publié en 2022 et 2023. Ces documents ont comblé des lacunes critiques dans la chronologie et confirmé des liens longtemps soupçonnés entre Oswald et les services de renseignement américains. Parmi les découvertes les plus révélatrices, il y a la confirmation qu'Oswald était sous surveillance de la CIA bien avant l'assassinat, ce que l'agence avait précédemment nié. Cette surveillance incluait l'interception de ses communications lors de son séjour à Mexico, où il aurait visité des ambassades cubaines et soviétiques. La CIA n'a pas fourni ces détails à la commission Warren, une omission qui semble désormais intentionnelle. Ensuite, les progrès en criminalistique. Une analyse numérique améliorée du film de Zapruder, autrefois flou et granuleux, montre désormais clairement la réaction de Kennedy à un tir venant de l'avant. Combiné aux données acoustiques des enregistrements de la police de Dallas, les experts ont conclu qu'au moins 4 tirs ont été effectués plus qu'Oswald n'aurait pu en tirer seul. Tout aussi convaincant le témoignage de Paul Landis, un ancien agent des services secrets, qui a brisé des décennies de silence en 2023. Landis se trouvait dans la voiture d'escorte derrière Kennedy.
Il affirme avoir trouvé la soi-disant balle magique, non pas sur un brancard d'hôpital comme précédemment affirmé, mais sur le siège arrière de la limousine, ce qui remet totalement en question la chaîne de conservation des preuves et la prémisse fondamentale de la théorie de la balle unique. Le témoignage de Landis met en doute toutes les conclusions de la commission Warren. Le podcast met également en lumière des tests balistiques indépendants reproduisant les conditions de tir. Contrairement aux démonstrations contrôlées de la commission Warren, ces simulations modernes montrent la difficulté, sinon l'impossibilité pour Oswald de tirer 3 coups précis avec un fusil à verrou en moins de 8 secondes. Ces tests ont été effectués par des tireurs d'élite et des experts médico-légaux utilisant une modélisation 3D de Dealey Plaza des conditions météorologiques et des caractéristiques de l'arme. Dans l'ensemble, ces preuves pointent vers un assassinat coordonné. Oswald a peut-être joué un rôle, mais pas seul. Les intérêts des initiés du renseignement des agents de la mafia et des partisans de la guerre froide ont convergé avec une précision mortelle le 22 novembre 1963. Et maintenant, le mystère de l'assassinat de Kennedy, longtemps obscurci par des dossiers manquant des témoignages altérés et des doutes publics, est passé du doute à la clarté. Les couches de tromperie ont été retirées et ce qui reste est une image glaçante d'une exécution organisée. La vérité n'a pas disparu, elle a été cachée. Maintenant, des livres est révélé. Qui a vraiment tué Kennedy? Une synthèse de la vérité. Après 60 ans, la question n'est plus de savoir s'il y avait un complot, mais quel était ce complot. L'ensemble des témoignages, des analyses médico-légales et des dossiers déclassifiés permet désormais une synthèse basée sur les données, révélant un complot coordonné impliquant plusieurs acteurs partageant un motif commun, arrêter John F. Kennedy avant qu'il ne perturbe l'équilibre des pouvoirs. Les preuves désignent 4 individus clés identifiés dans le podcast de Rob Reiner, chacun lié à l'un des 3 groupes de pouvoir impliqués, la CIA, la mafia et les agents anticastristes. Bien que leurs noms ne soient pas entièrement divulgués pour des raisons d'éthique journalistique, ils sont décrits comme opérant dans des cercles interconnectés d'opérations secrètes. Ces individus n'agissaient pas sous des ordres officiels. Ils étaient hors système, comme le dit Reiner. L'opération d'assassinat de Kennedy n'était pas un acte de guerre ou d'espionnage sanctionné, mais une alliance secrète d'individus agissant par un sentiment commun de rancune. Les efforts de Kennedy pour limiter le pouvoir de la CIA, négocier la paix avec Cuba et réduire l'intervention militaire au Vietnam en ont fait un ennemi des intérêts établis. Oswald, qu'il soit complice ou marionnette, a servi de bouc émissaire idéal. Son passé instable, ses liens radicaux et ses mouvements visibles en faisaient une cible parfaite pour être piégé. Qu'il ait tiré ou non est désormais secondaire. Ce qui compte, c'est qu'il a été mis en place pour porter le blâme. L'assassinat d'Oswald par Jack Ruby est garanti que la piste s'arrête là. Ses liens avec la mafia et son accès soudain aux locaux de la police de Dallas n'étaient pas une coïncidence. Ils étaient nécessaires pour empêcher une enquête plus approfondie. Dans les enquêtes criminelles, le premier objectif est toujours de suivre le mobile. Et dans ce cas, le mobile de Ruby s'inscrit dans un schéma plus large de silence. Le rôle de la CIA, bien que toujours partiellement voilé par des documents classifiés, devient plus clair grâce à des mémos expurgés et des témoignages. La surveillance d'Oswald, les visites ignorées aux ambassades et la rétention d'informations clés à la commission Warren indiquent une complicité, sinon dans l'acte lui-même du moins, dans sa dissimulation. La criminalité organisée avait un mobile en raison des poursuites de Robert Kennedy. La communauté du renseignement avait un mobile en raison des perturbations politiques et le complexe militaro-industriel en raison des contrats perdus et d'un affaiblissement perçu de la puissance américaine. Ce sont des intérêts convergents et ensemble ils forment une image claire. L'assassinat de Kennedy n'était pas un moment de folie. C'était une opération multilatérale délibérée exécutée par des professionnels. Il a fallu des décennies pour rassembler toutes les pièces. Mais maintenant, la synthèse est complète. Ce n'est pas simplement une nouvelle théorie, c'est l'explication la plus crédible que nous ayons jamais eue. Pourquoi la vérité a-t-elle été cachée si longtemps? La vérité sur l'assassinat de Kennedy est restée dissimulée parce que le mécanisme conçu pour la cacher était plus puissant que beaucoup ne pouvaient l'imaginer. Dès le départ, les enquêteurs n'ont reçu que des informations sélectives. Les agences ont dissimulé des dossiers, manipulé des témoignages et utilisé la sécurité nationale comme bouclier contre la responsabilité. Le système n'était pas défaillant. Il était conçu pour empêcher l'exposition.
Le contexte de la guerre froide rendait la confidentialité courante. Les craintes de panique publique ou d'instabilité internationale justifiaient la suppression des faits par les responsables. Mais au fil des décennies, cette justification est devenue un outil pour maintenir la confiance institutionnelle plutôt que pour protéger la nation. La technologie a également joué un rôle. Les limites de la criminalistique dans les années 1960 signifiaient que les preuves clés ne pouvaient pas être correctement analysées. Ce n'est qu'avec les progrès modernes, reconstruction image par image, modélisation balistique numérique et vérification croisée des documents, que les incohérences sont devenues irréfutables. Mais peut-être la principale raison pour laquelle la vérité est restée cachée si longtemps est que trop de gens voulaient qu'elle le reste. Admettre qu'un président américain a été éliminé par des éléments de son propre système aurait forcé la nation à réévaluer le pouvoir, la responsabilité et la confiance dans le gouvernement. Il était plus facile d'accepter un tireur solitaire que de faire face à la possibilité que la démocratie ait été subvertie par des intérêts clandestins. Aujourd'hui, avec de nouvelles voies des preuves plus claires et une pression publique persistante, cette vérité ne se murmure plus dans l'ombre. Elle entre dans le discours dominant. L'histoire est aussi de la spéculation à un réexamen sérieux. L'assassinat de John F. Kennedy n'est plus une affaire classée. C'est un crime avec des empreintes digitales désormais visibles, pointant non seulement sur des individus, mais sur des systèmes entiers. Cependant, connaître la vérité et en accepter les conséquences sont deux choses différentes. Les dossiers peuvent être ouverts, mais la responsabilité de regarder la vérité en face incombe à la société. Alors que la poussière de décennies de confusion s'est dissipée, la question est maintenant que ferons-nous en sachant la vérité? L'assassinat de Kennedy a enfin été dépouillé de son mythe, révélant un jeu de pouvoir calculé, exécuté en plein jour et enterré sous une bureaucratie pendant une génération. Maintenant que le mystère est enfin résolu et que la réalité s'avère plus choquante que beaucoup ne l'imaginaient, quelle partie de la vérité vous est la plus difficile à accepter? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'être resté avec nous tout au long de cette vidéo. Si vous trouvez notre travail important, nous vous prions de le soutenir avec un pouce bleu et une inscription. De plus, pour ne pas manquer nos prochaines publications et rester au cœur de l'actualité, vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications.